Bonjour, ici Jacques Maurice pour le NFD, le nouveau front de droite. Je fais cet audio parce que je vois qu'il se passe énormément de choses en ce moment et qu'il y a un niveau de stress qui est monté dans la population en France suite à l'intervention d'Emmanuel Macron et qui a été reprise par tous les médias, les ministres, à peu près toute la classe politique, pour nous expliquer qu'il faudrait donc qu'on serait à deux doigts d'une guerre totale avec la Russie, voire peut-être avec les États-Unis aussi, voire même d'après Katia Kallas avec la Chine, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les gens sont en train de s'angoisser. On nous parle de lever des centaines de milliards d'euros de prélèvements ou d'emprunts, de grands emprunts pour monter une armée européenne. On nous parle peut-être d'Europe fédérale. Certains disent que notre président, M. Macron, se verrait bien président d'une Europe fédérale à la fin de son mandat en cours. Donc tout ça crée énormément de stress. Et puis dans le même temps, on voit que les élections en Roumanie sont annulées. On voit qu'un certain nombre de choses du même type arrivent un peu partout. En Angleterre, des gens sont arrêtés parce qu'ils postent des mèmes sur Facebook ou sur Twitter. En France, on a la chaîne de télévision C8 qui a été fermée par l'Arcom. Donc les gens sont soumis à une énorme tension et ils sont perdus, ils n'arrivent pas à comprendre où on en est. Et malheureusement, les journalistes des médias mainstream, au lieu d'informer la population, sont en train de critiquer tous ceux qui veulent, par exemple, la paix en Ukraine avec la Russie, sont en train de se faire traiter de pro-Poutine, de pro-Trump, de Hitler, nazi, que sais-je encore, Staline et compagnie. Donc tout ça devient assez fou et je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. L'idée, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'éléments factuels pour que chacun puisse comprendre réellement ce qui se passe plutôt que de se laisser complètement embarquer dans des narratifs complètement délirants qui n'arrêtent pas de fleurir tous les jours dans les médias mainstream. On est dans une période de remise en cause d'un ordre mondial post-Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, et la victoire des Alliés, on a eu un deep state qui s'est créé. Alors, je veux juste revenir sur une définition. Ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la bouche des partisans de Trump ou de Donald Trump, le deep state, c'est ce qu'on appelait dans les années 70 le complexe militaro-industriel, ce que d'autres vont appeler le nouvel ordre mondial, le forum de Davos. C'est la même chose. En fait, c'est quelque chose qui est parti des États-Unis sur la base du complexe militaro-industriel, qui était à l'époque dénoncé par non pas les gens de droite, mais les gens de gauche, comme Kennedy, qui a fini assassiné parce qu'il voulait mettre fin à la guerre au Vietnam. Donc en fait, ce deep state, en fait, qui est l'alliance des bureaucrates qui sont non élus, mais qui prétendent gouverner indépendamment des nouvelles administrations qui sont élues tous les 4 ans aux États-Unis, en fait, c'est étendu, et c'est étendu notamment à l'Europe. Et ça va même au-delà de l'Europe, c'est toute la sphère occidentale, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans ce deep state des représentants de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou Israël également. Et dans tous ces pays-là, vous avez une lutte qui se met en place, qui est en fait la lutte que mène Trump depuis qu'il s'est présenté en 2016 aux élections américaines. Ce qui a changé en revanche entre le Trump de la version 2017 et celui de la version 2025, c'est qu'à l'époque, il était surtout obnubilé par le fait d'être America First, donc d'être MAGA. Il était très centré sur les États-Unis, à la limite isolationniste. Et les 4 ans qu'il a passé dans l'opposition, je pense, lui ont permis de mieux comprendre qu'en fait, il ne se battait pas juste contre la bureaucratie de Washington, mais il se battait contre un ennemi qui est mondialisé. Donc ce deep state, en fait, et c'est la grande différence aujourd'hui par rapport à l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une lutte pour la domination mondiale, et notamment pour savoir qui dirige l'Occident. Et en fait, on a 2 types d'acteurs. On a les acteurs du deep state, qui sont le complexe militaire industriel et ses alliés. Et en face, on a des patriotes, nationalistes, parfois issus de la gauche, comme Kennedy Jr. ou Tulsi Gabbard, mais qui sont des gens sincèrement patriotes et qui veulent redonner au peuple le pouvoir de mettre en place des politiques qui servent le peuple et qui ne servent pas d'autres acteurs tiers. Donc en fait, il y a une grande différence aujourd'hui entre l'administration de Trump 2025 par rapport à celle de 2017. Celle de 2017, elle était MAGA, et celle de 2025, elle est méga.
Je dirais même, elle serait faire make the world great again. Ça va au-delà même de l'Europe, c'est vraiment toute la sphère occidentale que je décrivais un petit peu plus tôt. Donc ce plan de Trump, en fait, pour mettre fin à l'État profond, au Deep State, c'est un plan en 3 étapes. La première étape, c'est s'attaquer au QG du Deep State mondial, et ce QG, il est à Washington. Donc si vous suivez un petit peu ce qui a été fait ces derniers temps avec le scandale de l'USAID et aussi d'autres administrations comme la sécurité sociale, on se rend compte en fait qu'il y a des centaines de milliards qui sont au mieux jetés, gaspillés par la fenêtre, et très probablement détournés avec des kickbacks, avec des bakchiches, pour des hommes politiques qui vont faire passer des lois, qui vont favoriser des lobbies industriels ou idéologiques. Et quand on regarde le détail de ce qui a été révélé entre le wokisme, le transgenrisme, le soutien de groupes terroristes, 2 milliards ont été versés de façon indirecte au Hamas à travers une myriade de NGO, on se rend compte que la priorité pour Trump aujourd'hui et pour son équipe, c'est de nettoyer le Deep State aux États-Unis, et que c'est déjà quelque chose qu'il a mis en œuvre alors que ça fait à peine 2 mois qu'il est en fonction. Donc en moins de 2 mois, il est déjà en train de délivrer des coups violentissimes au Deep State. Juste pour info, hier, Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc c'est l'équivalent chez nous du ministre des Affaires étrangères, a annoncé, c'est lui qui est en charge de l'USAID, qui a récupéré ça dans son giron, il a annoncé que 83% du budget de l'USAID était supprimé. Donc là, c'est autant de centaines de milliards, de dizaines de milliards. Je crois que le budget de l'USAID, c'est aux alentours de 50 milliards par an. C'est pas énorme. Sur le budget américain, c'est plus de 3 000 milliards par an. Mais rien que là-dessus, on a 83% de ce budget qui n'ira plus à ce complexe militaire industriel, Deep State, qui va financer des révolutions un peu partout dans le monde, en Europe, en Ukraine, en Roumanie et ailleurs. Et en Israël aussi, du reste. Donc ça, c'est la première étape, elle est déjà bien engagée, et le Deep State est en train de prendre des coups assez violents, et on est avant les révélations des dossiers des JFK Files, des Martin Luther King Files, aussi des Epstein Files, des P. Diddy Files, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir, maintenant que le FBI a enfin un directeur et un co-directeur, en les personnes de Kash Patel et Dan Bongino, et qu'il y a une procureure générale, Pam Bondi, qui est une fidèle de Trump, qui a pris le poste d'AG de Donald Trump. Donc là, on est dans une phase où l'équipe de Trump est au complet et il commence à bastonner. Cela étant, c'est juste les États-Unis, c'est juste le premier terrain de bataille. La deuxième partie du plan de Trump, c'est de créer une alliance entre les États-Unis et la Russie. Ce qui veut dire que, premièrement, on met fin à la guerre en Ukraine, sachant que cette guerre n'a jamais été une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'était une guerre de proxy entre les États-Unis et plus précisément le Deep State de Biden, Obama, Clinton, Bush et compagnie, versus la Russie de Poutine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, c'est lui le président aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Trump, en première action, veut faire signer un cessez-le-feu. Ensuite, il signera la paix. Et si Zelensky est d'accord avec ça, tant mieux. S'il ne l'est pas, il n'a qu'à couper Starlink les fournitures de renseignements, de munitions, d'armes américaines. Et de toute façon, l'Ukraine perdra sur le terrain. Donc c'est à Zelensky de s'adapter, je pense, et de signer en bas à droite à partir du moment où les États-Unis et la Russie se mettent d'accord. Mais c'est que la première étape. Donc, la deuxième étape, en fait, qui est déjà enclenchée. Et là-dessus, je m'appuie sur la déclaration d'hier du porte-parole du Kremlin, qui dit qu'ils veulent rentrer dans une phase de régularisation avec les États-Unis de leur situation. Donc, clairement, Trump est intéressé au fait de faire du business avec les Russes. Beaucoup de gens ont critiqué Trump pour le deal qu'il veut signer avec Zelensky pour, je crois, 200 ou 300 milliards d'exploitation des terres rares en Ukraine par les Américains. Mais en fait, ce que les médias ne vous disent pas, c'est que ces mêmes terres rares du côté de la Russie, indépendamment des territoires qu'ils ont saisis à l'Ukraine, c'est à une valeur de 14 trilliards de dollars, 14 000 milliards de dollars. Donc en fait, Trump est beaucoup plus intéressé par monter cette joint venture avec la Russie pour pouvoir exploiter ces minerais rares et damer le pion à la Chine
qui est déjà engagé un peu partout, notamment en Afrique, sur le fait de prendre ces terres rares pour pouvoir faire chanter en fait les démocraties occidentales, dont les États-Unis et l'Europe. Donc si ce plan fonctionne, et je pense qu'il va fonctionner puisque Poutine et Trump sont d'accord là-dessus, ça voudra dire demain échange d'ambassadeurs. On verra sans doute dans pas très longtemps, quelques mois, un an peut-être, Donald Trump se rendre au Kremlin, Vladimir Poutine venir se rendre et être très bien reçu à la Maison-Blanche. Et c'est déjà quelque chose qui est en train d'être mis en place. Aujourd'hui même, en Arabie Saoudite, les équipes de Trump d'un côté, Zelensky de l'autre et Poutine arrivent pour commencer à travailler sur ces dossiers-là. Et je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Donc ça, c'est la deuxième partie du plan Trump. La première partie, c'était dégager le deep state, ou en tous les cas l'affaiblir de façon très importante aux États-Unis. C'est déjà bien engagé. La deuxième partie, c'est mettre fin à cette guerre en Ukraine pour pouvoir signer la paix et régulariser complètement les relations diplomatiques entre la Russie et les USA. Et j'en arrive à la partie qui nous intéresse, nous, Français ou Européens, qui est donc la troisième partie. Et c'est une partie qui est indispensable aussi dans le plan de Trump, ça va être de s'attaquer au QG secondaire du deep state mondial, ou occidental, qui est l'Europe, l'Union européenne, qui se trouve à Bruxelles. Et donc là, en fait, quand on comprend cela, et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. C'est vrai qu'en 2017, Trump n'était pas du tout là-dessus. Il voulait rester sur les États-Unis, drainer le marais, nettoyer la bureaucratie aux US. Mais il n'avait pas forcément compris l'ampleur du désastre et le fait que si l'Europe tombe, d'une certaine façon, les économies connectées vont tomber avec, ou en tous les cas, être bien embêtées. Et il y a aussi d'autres problèmes, c'est que si demain un pays comme la France tombe en guerre civile, ou l'Angleterre par exemple, ce qui pourrait se produire compte tenu du nombre d'attaques, notamment islamistes, sur les territoires nationaux, on pourrait se retrouver avec un califat qui aurait l'arme nucléaire. Donc ce ne sont pas du tout des fantaisies, ce ne sont pas du tout des fantasmes. Pour l'administration de Trump, J.D. Vance l'a dit, il a dit à plusieurs reprises, en parlant de l'Angleterre, qu'ils aient bien peur que l'Angleterre devienne la première nation islamique à avoir la bombe atomique. Et je pense que dans son esprit, la France devait être numéro 2. Donc là, on en est sur cette troisième partie, qui est que maintenant les Américains ont compris qu'ils ne pourront pas se débarrasser définitivement du deep state aux États-Unis s'ils ne font pas le ménage aussi en Europe. Et donc s'ils ne font pas le ménage en Europe, ça va leur poser des problèmes dans leur politique étrangère, mais ça va aussi leur poser des problèmes parce que demain, ce deep state pourra renforcer celui qui est aux États-Unis et le faire revivre. Donc ils sont engagés dans cette lutte-là, et pour nous, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, dans une logique de combat, de contre-offensive, Emmanuel Macron, avec bien sûr l'accord de gens comme Ursula von der Leyen, Keir Starmer et tous les européistes, sont engagés dans une fuite en avant, dans une inflation de mots où on va nous dire que la Russie est notre pire ennemi, que les États-Unis sont pas loin derrière, que Poutine c'est Staline, que Trump c'est Hitler, et ce genre de rhétorique qui fait que rajouter de l'huile sur le feu. La question c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Union européenne sait que l'administration de Trump va lui tomber dessus. Et elle sait qu'elle va aussi s'allier avec l'administration de Poutine. Donc si vous imaginez un combat entre trois acteurs et que vous avez la Russie plus les États-Unis contre l'Union européenne, vous imaginez bien que l'issue du combat, ce n'est pas l'Union européenne qui va sortir vainqueur, à moins d'un miracle. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance. Donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Alors, c'est assez fou, hein, mais je pense qu'ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur, alors qu'ils savent très bien qu'en face, il y a un mur. Mais c'est une technique à laquelle ils nous ont habitués. Rappelez-vous, pendant la crise du Covid, l'utilisation de la peur, on est en guerre, il faut ceci, il faut pas cela, pour faire passer des lois complètement liberticides. Et au final, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Et en fait, ils sont en train de reprendre ce plan-là, en espérant que ça passe, en espérant que ça leur permette de tenir, compte tenu des problèmes énormes qu'on a dans toute l'Europe. Hein. Il faut quand même comprendre que quand les sondages, quand les instituts sondent les Français et qu'ils leur demandent quelles sont leurs 3 préoccupations, juste avant cette affaire-là de la Russie, qui serait une menace existentielle, les Français répondaient dans l'ordre. Leur premier problème, c'est le pouvoir d'achat, et donc l'inflation. Le second problème, c'est l'insécurité.
qui a augmenté de près de 60% depuis 2017, d'après les chiffres officiels. Je parle des crimes, des meurtres et des tentatives de meurtre. Donc ce sont les chiffres officiels, 59% pour être précis, entre 2017 et 2024. Et le troisième point, c'est l'immigration. Ouais, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, chacun n'a qu'à prendre le métro ou sa voiture et aller faire un petit tour là où il se trouve, à Paris ou ailleurs, et il verra que très rapidement, on se retrouve dans des situations où on n'a plus l'impression d'être en France. Donc, où est-ce que ça nous amène tout ça ? Qu'est-ce qu'on doit en tirer ? Étant entendu que Trump et Poutine en ont beaucoup après le Deep State qui ont créé cette guerre en Ukraine, qui a été extrêmement coûteuse en hommes pour la Russie. La Russie ne la souhaitait pas, franchement, ça aurait pu se régler de façon diplomatique dès le début, sans tirer un coup de feu, ou après 1 ou 2 mois de conflit à la rigueur. On n'avait pas besoin de 3 ans de conflit pour en arriver là. Donc en fait, aujourd'hui, la situation, c'est que dès qu'ils auront bien avancé sur leur régularisation, les États-Unis et la Russie vont s'occuper, vont se régler leurs comptes avec les dirigeants de l'Union européenne, et en particulier Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui sera fatal à ces dirigeants de l'Union européenne ? C'est parce que maintenant que Donald Trump est à la Maison-Blanche et qu'il a accès à la CIA, qu'il est en train de reprendre le FBI, la CIA, la NSA, et petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu hier Tulsi Gabbard, qui est patronne des services de renseignement, qui a enlevé toutes les autorisations, toutes les accréditations secret défense de toute l'administration Biden, c'est-à-dire Joe Biden lui-même, Anthony Blinken, son ministre des Affaires étrangères, Jake Sullivan, enfin tous ils n'ont plus accès ni au bureau du FBI, de la CIA, ni même aux informations classifiées. Ils n'ont plus de briefing, donc ils ont fait ça pour toute l'administration Biden, mais aussi aux 50 ex-directeurs du FBI et de la CIA qui avaient signé une tribune comme quoi le contenu du PC du fils Biden était un fake, alors qu'ils savaient tous que c'était totalement vrai, puisque le FBI avait ces informations depuis 2017 et que c'est sorti 10 jours avant... et que cette affaire est sortie 10 jours avant les élections de 2020. Donc ils le savaient depuis 3 ans que c'était totalement vrai et que ce n'était pas du tout un fake. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Trump et Macron ? C'est que si Trump veut mettre un terme au mandat d'Emmanuel Macron ou de Keir Starmer ou de qui que ce soit d'autre dans l'Union européenne, en fait, il a la main sur les dossiers de la CIA et du FBI, donc il pourra faire fuiter ou révéler tout simplement la façon dont tous ces dirigeants ont suivi aveuglément la politique de Joe Biden sur le sujet de l'Ukraine, par exemple, en refusant de faire la paix quand elle était proposée, quand il y avait des opportunités, peut-être même en exposant les centaines de milliards qui ont été détournés, les armes qui ont été vendues en Ukraine, qui se retrouvent maintenant un peu partout sur le territoire européen, dans les cités, dans le Proche-Orient, au Moyen-Orient, voire aux États-Unis aussi. Et donc les gens qui ont touché aussi des bakshish, des kickbacks dans ce type d'opération qui se chiffrent en centaines de milliards. Et bien sûr, il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Français, les Allemands, les Anglais, tout le monde s'est fait, tout le monde a payé pour cela. Et ces montants ont été très largement détournés. Et je pense qu'il doit avoir suffisamment de dossiers pour pouvoir complètement briser le peu de crédibilité qui reste à ces dirigeants européens, européistes. Donc pour moi, le combat entre l'Union européenne et l'alliance Trump plus la Russie, c'est un combat qui est perdu d'avance, c'est une fuite en avant. Les révélations au niveau des services secrets, maintenant que Trump est en train de complètement reprendre la main sur l'OTAN, sur les services secrets, CIA, FBI et autres, c'est quelque chose qui va pouvoir manipuler et utiliser à loisir. Et je suis pas sûr que les dirigeants européens qui auraient trempé dans les magouilles supposées pourront s'en sortir. Enfin, si tout cela ne suffisait pas, il faut quand même voir qu'avec le fait que Elon Musk ait rejoint Trump dans les 6 derniers mois de la campagne, on a maintenant un outil médiatique qui est beaucoup plus puissant que TF1, LCI ou BFM TV. On a Twitter, et ça, c'est pas rien pour informer, réinformer les gens. Et pour finir, un petit point d'économie.
Donc, je parlais tout à l'heure de la crise du Covid qui a été gérée de la même façon par Emmanuel Macron que la crise, entre guillemets la crise, enfin, la tentative de résolution de la guerre, de faire la paix en Ukraine. C'est-à-dire qu'on fait peur aux gens et puis ensuite on va leur dire qu'on a besoin de 500, 600, 800, 1000, 10 000 milliards. Donc, ouvrez vos portefeuilles. Le problème, c'est qu'on n'est plus en 2020 et qu'aujourd'hui, en termes d'économie, on sait bien ce que ça va produire. Si un grand emprunt est lancé, cet argent n'ira pas forcément dans les budgets militaires, il ira sans doute beaucoup plus dans les budgets de pays comme la France qui sont gros dérapages budgétaires pour tout simplement combler les déficits. Le problème, c'est qu'on a déjà de l'inflation et que la création de monnaie, ça va juste renforcer l'inflation. Le second problème, c'est qu'on est en récession et que ça va renforcer la récession, donc la crise économique. Et le troisième problème, c'est que ce n'est pas en saisissant les avoirs russes, qui sont des avoirs qui sont tout simplement des dettes qu'avaient les pays européens pour régler les factures de gaz et de pétrole qui nous étaient fournies par la Russie, qui était un fournisseur régulier avant toute cette histoire, avant que la guerre n'éclate. Donc en fait, les marchés financiers, s'ils voient que les pays européens, France ou l'Union européenne en général, n'honorent plus leurs dettes, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les investisseurs étrangers vont sortir, et donc on va se retrouver avec des taux d'intérêt qui vont exploser le plafond. Donc si les révélations, si Trump et Poutine veulent en finir avec Emmanuel Macron, ils ont les révélations des services secrets, les dossiers des services secrets, mais si ça ne suffit pas, il leur suffit de laisser Von der Leyen, Macron et tous leurs amis lancer leur plan, le mettre en œuvre, et c'est un plan qui va se fracasser sur le fait que l'économie française et européenne est en récession. Et qu'on a déjà un gros problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première préoccupation des Français, c'est un sondage qui date d'il y a quoi, 1 mois, 2 mois, c'est le pouvoir d'achat. Et ça va clairement encore plus le dégrader. Donc pour toutes ces raisons-là, ce que je voulais vous dire, c'est garder la tête froide, soyez optimistes. C'est vrai qu'on vit une période qui est assez difficile, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des chefs d'État inquiéter les Français à outrance comme ça paraît complètement incroyable dans la situation où les Français attendent bien d'autres choses de leur gouvernement, surtout pour un chef d'État qui a quand même perdu les 2 dernières élections et qui a eu 4 gouvernements en l'espace d'1 an, ce qui est quand même assez énorme et avec un taux d'appréciation des Français qui est plus bas encore que celui qu'avait son prédécesseur, M. François Hollande. Alors c'est peut-être remonté de quelques points depuis qu'il a déclaré, entre guillemets, la Russie comme étant une menace existentielle. Ça, c'est un réflexe un peu pavlovien. Mais la stratégie de la peur, ça marche, mais ça marche juste un certain temps. Donc, je ne pourrais pas vous dire si Macron va tomber dans 3 mois ou dans 2 ans ou dans 6 mois. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où Trump aura les cartes en main, parce qu'il aura bien réussi sur ces deux premiers challenges, qui sont d'éradiquer le deep state aux États-Unis et de revenir sur cette alliance USA-Russie, de réintégrer complètement la Russie dans le pôle occidental. C'est clair que l'étape d'après, c'est d'en finir. Et d'ailleurs, c'est d'en finir avec le deep state dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'Elon Musk a déjà commencé le travail en révélant, il y a 2 mois, tout ce qui s'est passé sur les gangs en Angleterre, qui ont violé, les gangs de Pakistanais, qui ont violé entre 250 000 à 1 million de jeunes filles pendant des années et des décennies, en toute impunité. Elon Musk a aussi été un gros porte-voix pour l'AfD en Allemagne, qui a quand même doublé son score, et qui est arrivé numéro 2 aux dernières élections. Donc même s'ils ne sont pas encore au gouvernement et qui sont probablement dans l'opposition, ce sera les leaders de l'opposition. Et si la coalition qui est en train de se mettre en place, droite plus socialiste en Allemagne, a du plomb dans l'aile, ils seront là pour reprendre la main et changer ces politiques-là. Donc soyez optimistes, soyez pas trop pressés, soyons résilients, n'ayons pas peur de l'avenir. Ce qui est en train de se passer, effectivement, ça secoue pas mal et on risque de passer par encore un certain nombre de hauts et de bas. Ça risque d'être un petit peu à la foire du trône, on va être secoué, mais tout ça c'est pour le bien, et au final,
Trump et Poutine ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'attaquer au Deep State, parce que c'est, comme je le disais au début, il s'agit de remplacer le nouvel ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque vous voulez être le chef du monde, il y a un seul poste, et aujourd'hui il y a deux prétendants, en tous les cas au moins pour le camp occidental, donc le camp du Deep State versus le camp des États-nations, qui respectent leur démocratie et qui respectent leurs citoyens, et qui du coup se rendent compte qu'on ne peut plus être dans une logique de demi-mesure, mais que Trump, là, et d'ailleurs ça se voit, hein, ça fait à peine 2 mois qu'il a été élu, il n'a pas arrêté, et il ne va pas arrêter, il est en train même d'accélérer son rythme de réforme, d'action, et donc je pense que lui, Trump, est parti dans une logique où dans les 6 premiers mois de son mandat, il va lancer tous les chantiers en même temps, quitte à travailler 20 heures par jour, et il va tous les lancer de façon la plus puissante et la plus forte possible, parce qu'il est engagé. Il a compris que c'était une lutte à mort entre le Deep State d'un côté et les États-nations de l'autre. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, gardez la tête froide, gardez le sourire, soyez résilients. On est dans une passe qui est un peu difficile, mais bientôt sera la fin de l'hiver, le début du printemps, on commencera à avoir des petits rayons de soleil, et puis au final, on sera libéré aussi. Voilà, bonne journée.